Affaire Atao Renouho, le dossier ne finit pas de faire des vagues. Mesdames, Messieurs, bienvenue. 100% Bénin, vous l'avez compris, vous conduit une fois encore dans l'univers de la nébuleuse affaire faux médicaments. Si on doit poursuivre Atao, qu'on découvre aujourd'hui subitement criminel, il faut aller vers ceux qui ont toujours bénéficié de l'argent supposé sale. On ne peut pas l'isoler et laisser ceux qui ont bénéficié de l'argent avec lui. Il faut aller chercher tout ce monde. D'ici, l'un de ses avocats, Maître Paul Kato Atita. Mesdames, Messieurs, les derniers développements du dossier renvoient à des complicités supposées dans la commercialisation des produits incriminés. Des têtes pourraient donc tomber dans les tout prochains jours. Mais dans quelle proportion ceci pourrait-il survenir sans abstraction aucune, sans a priori? Les analyses des hommes de médias dans un instant, et ce sera autour du thème affaire faux médicaments, quelle implication? Avant de retrouver nos invités, le point de l'actualité est-elle relayé par les journaux à nous parvenus? La revue de presse. Nous fera découvrir une fois encore la une des journaux, Kodovi Ametonou, qui prend déjà place, et je me retourne vers lui. Kodovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Todi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, que peut-on retenir de l'actualité telle vue par les canards à nous parvenus ce jour? On retient avec ce que nous avons que Christine Lagarde est au Bénin. La directrice du Fonds monétaire international apprécie depuis quelques jours la bonne santé économique donc, du Bénin, et sans oublier les autres titres à la une de ces canards qui sont avec nous actuellement. Alors, à la découverte de l'essentiel. Avec le quotidien La Dépêche, Joël Litondi, vous lirez budget exercice 2018. La rupture met la pression fiscale. À qui? C'est bien sûr dans les colonnes du journal que vous pourrez donc le découvrir. La nouvelle tribune, perquisition, arrestation et poursuite judiciaire contre les personnalités au Bénin. Le gouvernement, dans la logique de l'État spectacle, constate la nouvelle tribune. L'Afrique en marche, un grand titre, affaire de faux médicaments. Les dessous politiques de la traque contre Atao, c'est un jeu d'échecs où le PRD et le BMP sont en danger dans la 15e circonscription. Et puis visite de Mme Lagarde au Bénin. Seulement 2 autres chez Patrice Talon en 18 mois. En moins de temps, Boni Yahi avait fait mieux. Et puis audit de la filière coton au Bénin, un camouflet pour le gouvernement de la rupture de la part donc de la Cour. Quotidien Matin Libre, refus des populations de croire à la lutte contre l'impunité, ceux qui jouent contre Patrice Talon. Visite de la DG du FMI à Cotonou, pas de prime pour le bon enfant. Bénin et puis tension sociopolitique au Bénin, le message du président Nicéphore Dieudonné Soglo au chef de l'État Patrice Talon. Point média, échec de l'accusation du gouvernement contre Komi Kouché, une nouvelle ombre sur la crédibilité de l'exécutif. Et puis en visite au Bénin, les exigences de Christine Lagarde Joël Todi, département du Zou, 8 directeurs de collège d'enseignement général déchargés depuis le début de la rentrée. Merci à vous, Kodovia Metonou. Oui, le Bénin sonore peut-on retenir de la visite de la directrice générale du FMI, Christine Lagarde? Oui, c'est bien sûr ce qu'on peut, à travers la une de ces canards que nous avons constaté, puisque au plan diplomatique, oui, le chef de l'État a reçu, en dehors de la présidente de la Confédération suisse, Mme Doris, eh bien, la directrice du Fonds monétaire international. C'est une personnalité à ne pas donc oublier. Donc, ça fait la 2e personnalité qui rend visite au Bénin en 18 mois donc, de gouvernance du président Patrice Talon. Donc, sur le plan diplomatique, c'est un honneur. C'est un honneur, mais au-delà, on remarque à travers les écrits que c'est plutôt un satisfecit décerné au gouvernant. Ça dépend de la lecture que vous en faites et les titres qui vous le font dire. Pour ce que moi j'ai ici, c'est bien sûr avec... C'est heureux d'apprendre que Christine Lagarde constate qu'il y a quand même des efforts au niveau du secteur de la santé, au niveau du secteur de l'éducation. Là, je rapporte les propos de l'autre. Et si une personnalité de cette envergure en est à décerner des satisfecits au gouvernant,
Il faut quand même saluer ça. Je crois qu'elle a donné une conférence de presse conjointement avec le chef de l'État. Je ne sais pas si tous les propos ont été rapportés. Vous savez, la plupart du temps, on dit seuls les vainqueurs écrivent et illustrent les belles pages de l'histoire. Donc on ne prend que ce qui arrange en ce moment précis. Puisque ici, il y a par exemple le quotidien Matin Libre qui dit qu'il n'y a pas de prime pour le bon enfant bénin. Ça voudra simplement dire qu'il y a un autre son de cloche à travers donc, les colonnes de ce canard. Donc ça dit simplement, je vous l'ai dit, puisque vous êtes journaliste, animateur de 100% Bénin, que vous connaissez bien les sujets que vous évoquez tout à l'heure, à travers l'éducation et la santé, vous n'êtes pas sans savoir que c'est les secteurs les plus malades aujourd'hui au Bénin, avec les grèves perlées. Et lorsqu'on parle de prime à la bonne gouvernance, alors qu'on sait que les opérateurs économiques, aussi bien nationaux qu'étrangers, ont des difficultés avec le gouvernement en place, je ne sais pas à quel niveau, où est-ce que le FMI se situe par rapport donc à cette appréciation, si tant est que il estime à un moment donné que le Bénin est sur la bonne voie. C'est vrai. Il a estimé, la directrice, que le Bénin a tenu parole puisqu'il y a eu des engagements qui ont été pris. Alors, si cet engagement, entre autres, c'est de la traque des opérateurs économiques, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Si, entre-temps, c'est perturber le système éducatif, on est sur la bonne voie. Il y a ce titre, par exemple, qui dit que depuis le début de la rentrée, qui ne fait pas encore 3 mois, il y a 18 directeurs d'école du collège d'enseignement général qui ont été déchargés de leur... S'ils ne font pas bien, il faut les décharger, non? D'accord, mais vous savez qu'au plan administratif, le directeur, quand même, c'est la personnalité morale d'un collège. Et si c'est en pleine rentrée scolaire que vous le déchargez, vous perturbez le calendrier scolaire. Et à partir de cet instant, vous n'êtes pas en train d'encourager le système de ce fait. Vous pensez que l'autre a eu une vue tronquée des appréciations de ces secteurs évoqués? Non, elle n'a pas une vue tronquée dans la mesure où elle ne peut que s'appesantir sur ce qu'on lui a présenté comme rapport pour analyser ou opiner. De toutes les façons, ce n'est pas des institutions qui manquent quand même d'avoir sur le terrain des représentants. Il faut quand même qu'on tienne compte des rapports que ces bases locales renvoient pour pouvoir apprécier de la bonne santé, de la vitalité d'une démocratie, d'une gouvernance et peut-être de quelques secteurs vitaux, un peu comme l'éducation, la santé. Oui, visite de Christine Lagarde au Bénin, on en parlera sans nul doute dans les prochains numéros de 100% Bénin. Mais en ce qui concerne cette rubrique Odovia Métonou, on se dit à demain et merci pour le passage. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, merci aussi pour l'attention. On se retrouve demain pour un nouveau décryptage de la une des journaux. Merci de nous avoir suivis. Affaire Ataoré-Nouho, le dossier ne finit pas de faire des vagues. Mesdames, Messieurs, bienvenue. 100% Bénin, vous l'avez compris, vous conduit une fois encore dans l'univers de la nébuleuse affaire faux médicaments. Si on doit poursuivre Atao, qu'on découvre aujourd'hui subitement criminel, il faut aller vers ceux qui ont toujours bénéficié de l'argent supposé sale. On ne peut pas l'isoler et laisser ceux qui ont bénéficié de tout temps de l'argent avec lui. Il faut aller chercher tout ce monde. Cite l'un de ses avocats, Maître Paul Katoatita. Mesdames, Messieurs, les derniers développements du dossier renvoient à des complicités supposées dans la commercialisation des produits incriminés. Des têtes pourraient donc tomber dans les tout prochains jours. Mais dans quelle proportion ceci pourrait-il subvenir sans abstraction aucune, sans a priori? Les analyses des hommes de médias dans un instant. Et ce sera autour du thème « Affaire faux médicaments, quelle implication ?» Avec moi pour ce débat, Jacques Boko, journaliste. Il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information Matin Libre. Jacques Boko, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à toutes, bonjour à tous. En face de lui, Marcel Zoumenou, journaliste. Il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information La Nouvelle Tribune. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Après Ataoré-Nouho éclaboussé dans l'affaire dite de trafic de faux médicaments, vente illicite de médicaments, des têtes doivent tomber, clament nombre d'associations de consommateurs. Jacques Bocor, aujourd'hui, au-delà du Ataoré-Nouho, on veut voir d'autres visages. On s'interroge, le pouvoir pourra-t-il aller bien loin dans ce dossier? Ataoré-Nouho reste-t-il la tête pensante ou une goutte d'eau dans la mer? Difficile de le dire. Est-ce qu'il est le seul ou bien il y a d'autres encore tapis dans l'ombre, d'autres barons, j'allais dire. Il faut aller creuser, il faut aller investiguer et seule la police
qui est la force publique pourra le faire. Mais il faut quand même reconnaître que des soupçons vis-à-vis ou par rapport à Tao Renounkro ne datent pas d'aujourd'hui. Il y en a qui osent l'indexer directement, mais il y en a qui, dans leurs échanges, dans leurs déclarations, de toutes les façons, opinent et font allusion à sa personne. Aujourd'hui, le fait est là. Disons que le poteau rose a été découvert, même si je n'étais pas sur les lieux pour savoir qu'est-ce qui a été embarqué dans les camions. Toujours est-il que si on suit les indices donnés par la police, on peut, sans risque de se tromper, dire que il a été pris. Il faut quand même aller loin dans cette affaire parce que si on s'en tient à ce qui a été dit jusque-là et par la police et par ses avocats, admettons même qu'il ait eu autorisation. Nous avons vu des documents circuler. Le document en question, l'arrêté en question a bien spécifié qu'il s'agit des consommables médicaux. Et à l'article 2, on a bien dit que les médicaments ou des réactifs ne sont pas concernés. On ne doit pas retrouver les médicaments et autres réactifs dans ce qu'il doit commercialiser. Comment a-t-on pu laisser passer les frontières si vraiment on a découvert des réactifs, si vraiment on a découvert des médicaments dits faux chez lui, comment ces médicaments ont-ils pu atterrir chez lui? Là, ça veut dire quoi? Au-delà de la personne d'Atao Renounkro, on doit pouvoir interroger la police qui travaille aujourd'hui avec détermination, avec zèle, excusez-moi le terme. On doit pouvoir interroger les renseignements, on doit pouvoir interroger la douane, on doit pouvoir interroger la direction des pharmacies, les directeurs départementaux, toutes catégories confondues. Donc moi, je pense que au-delà de la personne d'Atao Renounkro, le gouvernement a fort à faire à nous montrer qu'effectivement, il n'y a pas sélectivité dans cette lutte. Marcel Zoumenou, la question, elle est lancinante. L'avocat a donné plutôt le ton à Tao Renounkro. S'il y a une tête qui doit tomber, qui est celle-là, il faut bien aller au-delà. Car Tao Renounkro, Nilo ne pourrait en arriver là. Un commerce qu'il aurait mené de tout temps au vu et au su de tous. L'avocat souligne, mon client ne mène pas d'activité illicite. Je crois que c'est un débat à faire, un débat des juristes pour savoir si l'activité que mène l'honorable Atao est illicite ou pas. Je crois que si je dois faire recours au test de la République, on dit que les activités de vente, de distribution des produits pharmaceutiques sont des activités exclusives des pharmaciens. Et donc, si c'est cela, je suppose, je n'ai pas encore tous les éléments, je n'ai pas encore tous les, je suppose que nous sommes dans un cas de vente d'une activité illicite parce qu'il n'est pas un acteur indiqué pour le faire. Et contrairement à ce qui se dit, on parle de faux médicaments. Le concept de faux médicament, c'est un médicament qui est entré dans un circuit informel et qui a évolué dans un circuit informel. Je crois que pour le cas de l'honorable, il faut qu'on essaye de faire cette clarification conceptuelle pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Parce que... Je ne vous coupe pas, mais quand on suit un peu les spécialistes dans le domaine, notamment le pharmacien grossiste et répartiteur Adebo, je crois qu'il dit que quand on parle de faux médicaments dans leur jargon, c'est un médicament qui n'a pas suivi le circuit normal tel que vous le dites si bien. Donc, si les spécialistes disent que c'est un faux médicament, bon, on ne peut que leur emprunter peut-être le concept. Non, je le dis parce que avec les documents qu'on a eus, nous avons tous vu que
l'honorable représente des films pharmaceutiques qui ne sont pas forcément français, des films pharmaceutiques des pays asiatiques, et dont il est reconnu comme des représentants ici. Et nous avons des films indiens, des films chinois, et dont il est représentant ici. Le débat, je crois, le débat ne doit pas... Parce que, je donne un exemple simple, nous avons tous peut-être sur une ordonnance médicale, et on nous a peut-être prescrit peut-être diclofenac Tongmei. Moi, j'ai eu des Tongmei, qui est un film pharmaceutique chinois, et dont l'honorable Atao est l'un des représentants ici. Le débat, parce que si nous disons que les produits sont fabriqués par des firmes qui ne sont pas recommandés, ça pose un problème avec les pays. Je crois que pour moi, et pour ce que j'en sais de ce dossier, c'est quelqu'un qui ne devait pas mener cette activité, mais qui, par la force des choses, s'est introduit dans une activité qu'il ne devait pas mener. Absolument. Et c'est là que je trouve le bien fondé de cette assertion, de cette phrase de cet avocat qui dit, mais si une tête, sur la tête de l'honorable Tao doit tomber, elle ne doit pas tomber seule. Parce que si... Et il a pu mener cette activité. Et je vous rappelle ici que moi, personnellement, c'est un ancien camarade et je le connais dans cette activité depuis au moins une vingtaine d'années. Et donc... Depuis une vingtaine d'années. Depuis une vingtaine d'années. Oui. Et donc, les documents l'attestent également. Donc, s'il a pu mener une telle activité depuis une vingtaine d'années, devant les structures de l'État, il a fait les contrôles, les pharmaciens des organisations. Il a une direction au ministère qu'on appelle la DPMED, direction des pharmacies et des médicaments. Toutes ces structures sont restées dociles, sont restées plus ou moins favorables à ces activités. C'est qu'il a bénéficié de complicité. Et c'est là qu'il faut faire le débat et aller au-delà de la personne de Atao. Et je souscris pleinement à cette phrase de son avocat qui dit que cette tête ne doit pas tomber seule. Cette tête ne doit pas tomber seule, mais... Si une tête était tombée. Si une tête devrait tomber. Mais sur l'essentiel... Qui indexé? Comment peut-on comprendre que les produits en question sont venus à destination sans que personne n'ait pu piper mot jusqu'à ce jour fatidique de ce jeudi où le ciel semble être tombé sur la tête du concerné Jacques Bokor. Le déroulement qu'a connu et que connaît toujours ce dossier interpelle plus d'un qui ne comprennent pas grand-chose. Bien sûr, parce que si on ne cherche pas à fouiller de fond en comble, je crois qu'on se lèvera un jour et on dira qu'on a retrouvé des armes au domicile de quelqu'un. C'est comme si quelqu'un hébergeait des armes chez lui. Parce que, en tout cas, les produits en question ne peuvent pas se volatiliser et se retrouver par magie au domicile ou dans l'entrepôt ou dans les entrepôts de celui dont nous parlons. Ça a dû prendre par des frontières, ça a dû prendre peut-être par le port. Donc, je crois qu'il faut situer les responsabilités. Et puis, à la suite de l'avocat en question, nous l'avions déjà titré le lundi en manchette pour dire qu'il faut dénicher les complices d'Atao. Si Atao était vraiment dans le faux, alors c'est qu'il a des complicités tapis dans l'ombre. Et par rapport à ça, c'est que le gouvernement est à l'épreuve de la non-sélectivité de la dite lutte qu'on a déclenchée, a-t-on dit, contre l'impunité et la corruption. Parce que le ministre Diogwenou l'a martelé au cours d'une conférence de presse tenue la semaine dernière, que ce n'est pas de la politique que le gouvernement est décidé à faire de l'assainissement. Écoutez, quand je jette un coup d'œil rapidement sur l'arrêté qui a été renouvelé en 2014, notamment en octobre par la ministre Dorothée Gaza, si c'était le vrai document, l'article 2 dit la présente autorisation ne donne pas droit à son bénéficiaire d'importer, de détenir et de vendre des médicaments, des réactifs de laboratoire et de produits chimiques. Alors, je saute à l'article 5 qui va responsabiliser des acteurs. Le directeur de la pharmacie, du médicament et des explorations diagnostiques, le directeur des infrastructures, de l'équipement et de la maintenance
et les directeurs départementaux de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui abroge toutes les dispositions. Donc, on a demandé à des acteurs de suivre la mise en application de ce test. Donc, si, par extraordinaire, il se fait que, parce que nous n'étions pas là quand la police ramassait les cartons en question pour qu'on sache si effectivement il y a des réactifs, il y a des médicaments dans ce qu'on est allé ramasser dans les 10 entrepôts ou dans le domicile du député. Si ce n'était pas ça, il y aura non plus de problème. Si ce n'était pas ça, oui, parce que si c'était du matériel, si c'était des matériaux médicaux ou des consommables comme on l'a spécifié, je crois qu'il ne serait pas en porte-à-faux avec les tests. Parce qu'on l'a autorisé à commercialiser, à représenter des structures comme l'a dit Marcel. Donc, est-ce que ce sont des réactifs là? À l'étape actuelle, je ne saurais le dire puisque je reste Saint-Thomas. Vous voulez voir pour croire? Je veux voir pour croire. Mais on peut déjà dire que quand vous n'êtes pas là, les choses se passent sans vous, puisque l'honorable, le député Attao Renouho a choisi de peut-être faire la politique de la chaise vide. Il aurait pu être présent pour voir ce qu'on est en train de ramasser et peut-être à la fin faire une observation ou signer conformément au procès verbal qui sera dressé par le huissier commis pour l'opération. Oui, le concerné Attao Renouho a quitté les lieux jusqu'à présent. Il est introuvable, il s'est évaporé dans la nature, dit-on. Eh bien, est-ce une donnée qui favoriserait d'éventuelles détections de complices dans ce qui s'apparente désormais à un lourd et gros dossier de la République? Bon, je ne sais pas. C'est difficile pour moi de dire pourquoi il a fui. Bon, je crois qu'un homme responsable pouvait attendre. Mais le dire, c'est ne que, en tenant compte de ma personne, je n'ai pas tous les éléments. C'est lui qui sait ce qui s'est passé. C'est lui qui sait peut-être, qui a eu peut-être des informations qui l'amènent à fuir. Un homme responsable, un père de famille ne peut pas décider de quitter sa maison avec femme et enfants, de disparaître dans la nature, s'il n'a pas des éléments qui l'amènent à le faire. Je crois que s'il l'a fait, c'est peut-être qu'il a appris des choses qui ne sont pas rassurantes. Et nous savons qu'avoir la méthode de fonctionnement du gouvernement actuel et avoir la communication qui a été faite autour du dossier, ou même sans aller devant un tribunal et sans avoir les points de vue des juges, on a déjà décrété le flagrant délit. Le flagrant délit, il y a tout un débat autour du flagrant délit. Et les juges, les procureurs, les avocats, en temps utile, feront ce débat. Mais avant ce débat, le gouvernement, par sa communication tapailleuse, avait fait déjà répandre sur les médias et dans les réseaux sociaux que c'est un flagrant délit. Et quand on sait qu'en cas de flagrant délit, le député n'est plus couvert par son immunité. Et donc, il peut craindre que, avec tout l'amada qui était venu dans sa maison la veille, on peut venir les chercher. Avec quel amada? Ah bon? Ah oui, on sait ce qui s'est passé à la commune ce jeudi, où la police a débarqué avec des pick-up, avec des véhicules anti-émeutes, avec des gaz lacrymogènes. Ce ne sont pas un arsenal juste pour aller faire une perquisition, ça. Et donc, il a dû comprendre que dans un cas de figure, il faut faire comme l'autre, Liali Soglo, et il a détalé. Ceci dit, cela n'enlève pas la faute. Cela ne l'absout pas. Pas comme Liali seul. Comme d'autres. Cela ne l'absout pas d'une éventuelle faute qu'il aurait commise en faisant une activité illicite. Et c'est là le débat qu'on doit faire aujourd'hui. Je voudrais aller sur une piste sur laquelle mon ami confrère Jacques était allé tout à l'heure. Est-ce que les équipements, les 2 ou 3 cargaisons dont on nous appelle d'équipements ramassés chez l'honorable Attao sont des produits qu'il ne devrait pas le faire au regard de l'arrêté ministériel qui fonde, qui le lie au gouvernement? C'est là le grand débat. Parce que ce truc de perquisition et de ramassage a été fait à l'insu de la presse, à l'insu de l'huissier de justice de l'honorable, à l'insu, sinon, si je devais parler, d'œil neutre, d'œil étranger. Ceux qui étaient présents, c'est seulement les policiers, les huissiers du gouvernement
Et puis, je ne sais pas s'il y a d'autres, mais il n'y a pas du côté de la personne qui est incriminée quelqu'un qui peut être son... Vous pensez que ça peut toujours peser lourd dans la balance, donner une orientation, une autre au dossier? Tout à fait, et nous savons comment ça fonctionne ici. On peut craindre même qu'on peut, il peut y avoir des substitutions, parce qu'à partir du moment où vous venez chez moi et vous cassez ma maison, à mon insu, je n'ai pas un avocat sur place, je n'ai pas un parent sur place pour témoigner que les produits que vous avez ramassés sont effectivement les produits que vous avez ramassés chez moi. Vous pouvez revenir après pour dire que voilà ce qu'on a vu. Pour ce que moi j'ai appris, c'est que le gouvernement a ramassé des boîtes de sérum glucosé. Et dans la foulée, on a cherché à savoir, les sérums glucosés ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments, mais des équipements, des consommables, des équipements médicaux. Ce dont l'honorable est autorisé à importer, à distribuer au regard de l'arrêté de 2014 dont tu as cité quelques articles ici. Et donc, dans tout, il y a le débat sur est-ce que effectivement il a mené une activité illicite en violation de cet arrêté. C'est ça le débat qu'on doit avoir à faire. Et le second débat qui est le plus important et qu'on semble occulter, c'est que le personnage dont on parle est un député, un homme politique et un député qui n'a pas le même statut que vous et moi, que moi. Il est couvert par une immunité et donc il y a une interprétation politique à donner à ce dossier. Oui, une interprétation politique. Avant d'en discuter plus amplement, Jacques Boucaud, oui, jusqu'à quand gardera-t-on le silence sur le contenu? Jusqu'à présent, il faut souligner que c'est la presse, comme l'a déploré Marcel, bon, nous, hommes de médias encore, qui relayons. Il y en a qui ont fait des déclarations, mais qui après ont dit oui, bon, on ne connaît vraiment pas le contenu. Mais pourtant, l'information, elle est très très loin. La police elle-même est restée muette par rapport au contenu des cartons qui ont été ramassés chez l'honorable. Oui, je crois que on ferait mieux d'associer peut-être, ne serait-ce que pour quelques minutes, la presse. On ouvre certains cartons devant la presse et la presse peut s'en aller et on poursuit le reste. Bon, maintenant, la faute, elle est à qui? Le débat se situe là aussi, Marcel. Le député en question, c'est vrai, jusqu'à preuve du contraire, il reste présumé. Il jouit de sa présomption d'innocence. Mais il aurait pu soit attendre ou peut-être commettre un huissier. Ben, il a commis un huissier. Quand on s'en tient au propos de ses avocats, les avocats se sont rendus par la suite sur le terrain, même avec un huissier, mais ils ont été éconduits. Alors là, s'ils ont été éconduits, ça veut dire qu'il y a un débat, effectivement, à ce niveau. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'on nous fasse de la clarification conceptuelle. C'est quoi un consommable médical? C'est quoi un équipement médical? Vous voyez? Donc, c'est quoi un médicament? C'est quoi un médicament? Il va falloir qu'on aille sur ces pistes pour que la confusion ne s'installe pas davantage. Parce que est-ce que lui, à son niveau, en tant que délégué médical, il n'est pas pharmacien, à ce que je sache, mais il a quand même fait des études de délégation médicale. Est-ce que, selon sa compréhension, est consommable médical, sérum glucosé, seringue et autres? Je n'en sais rien. Donc, c'est un débat technique et puis juridique qui se pose. Bon, la piste politique ne peut pas être écartée. Je suis tout à fait d'accord avec Marcel, surtout quand on voit depuis plus d'1 an comment on conduit ces genres d'affaires. On n'a pas fini de parler de l'affaire CNSS-BIBE, placement d'agents suivis de rétrocommission, quand ceci est survenu. Et vous avez vu comment, d'abord, en manchette et sur plusieurs semaines, on a traité quelqu'un, on le met en manchette, mais en retour, on dit, mais pourquoi on a embastillé N ou X personnes et c'est de cette personne-là seule qu'on parle? Alors qu'en temps, on a oublié qu'on a fait le phénomène inverse.
C'est-à-dire, juste parce que les membres du gouvernement se sont réunis et ont pondu un test, allez, on saute là-dessus et on dit que tel est souillé. Alors que si vous jetez bien un coup d'œil dans la presse ces derniers jours-ci, vous voyez comment la Cour constitutionnelle est en train de casser des audits commandités par le gouvernement et sur la base desquels le gouvernement a déjà installé son tribunal au palais de la Marina. Donc, tout le problème est à ce niveau. Et ceux qui estiment que le député peut-être a raison de détaler, comme l'ont fait certains par le passé, parce qu'il y a jurisprudence dans les fuites aussi. Non, donc, il y a jurisprudence dans les fuites. Jurisprudence dans les fuites. Oui, c'est ce que je constate aussi, parce que ce n'est pas une première. Donc, l'honorable ou le député Atahu Renouho n'aura pas innové en matière de fuite. Donc, moi, je pense que certainement qu'il a vu comment s'il attendait, il aurait pu être traité et il a dû prendre ses dispositions. En tout cas, plus d'une dizaine d'années, 20 disait tout à l'heure, Marcel, dans cette activité, l'un de ses députés, je citais tout à l'heure, Atahu Renouho, qui, plutôt Paul Kato Atita, voilà, qui rappelle qu'avec cette activité, l'homme a conduit et accompagné bon nombre d'acteurs politiques. Il a séjourné des années durant au sein du Parti du Renouveau démocratique, le PRD. Aujourd'hui, il s'interroge sur les reproches et la portée, la pertinence des reproches qu'on est en train de lui faire. Marcel Zoumeno, Paul Kato Atita, ne va-t-il pas sur un terrain plutôt en contradiction avec les faits? Ou il y a un lien à établir? Non, il n'y a aucune contradiction. Il y a un lien parce que, comme je le dis, la personne en cause a deux casquettes. Et ici, elle est accusée pour sa première casquette d'homme d'affaires. Et là, ça relance un autre débat que j'ai toujours l'habitude de faire ici chaque fois. Est-ce que nos hommes politiques doivent être des hommes d'affaires? Ça, c'est notre système qui a favorisé cela. Sinon, un homme politique doit rester un homme politique au vrai sens du terme et ne pas être un homme d'affaires reconverti en homme politique. Mais cela dit, on ne peut pas dissocier les deux casquettes de cette personne qui est incriminée. C'est-à-dire impossible de dissocier. Et pourquoi? Parce que, oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'homme politique, l'homme d'affaires Atahu Renouho a eu une position politique qu'on connaît depuis environ le 4 avril 2016. Il fait partie... 2017. 4 avril 4 avril 2017, excusez-moi. Il fait partie d'une minorité de députés qui ont voté contre la révision de la Constitution. Et nous savons qu'à partir alors qui avait quand même appelé à ce qu'on vote au second tour des élections voilà, pour l'actuel chef de l'État. Et nous savons que après ce vote, il y a eu une clarification du paysage politique où on a du coup mis dans la catégorie des gens de l'opposition ceux qui ont voté contre ce projet de révision de la Constitution. Et donc, l'honorable Atahu Renouho s'est retrouvé de fait dans l'opposition. Et donc, après cela, on a vu les positions politiques qu'il a prises à l'Assemblée nationale et quelques-uns de ses extraits ont pu le prouver qu'il est resté dans cette ligne. Et donc, est-ce à dire que cette position, et je suppose bien que cette position ait pu influencer tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que si moi je dois faire une analyse un peu plus globale au plan national, je constate que tous ceux qui sont persécutés aujourd'hui ou qui sont poursuivis dans des dossiers, soit de malversation ou qui sont soupçonnés d'être mêlés dans des dossiers, sont des gens qui sont de la minorité, c'est-à-dire des gens qui osent dire que l'approche du gouvernement n'est pas la meilleure. Et donc, ceci dit, je me pose la question de savoir si ce n'est pas cette casquette politique qui amène tous les problèmes qu'il a aujourd'hui. Parce que peut-être s'il était resté du côté de la majorité, il n'aurait pas eu tous ces problèmes. Donc voilà, et ce n'est que des interrogations. Et je pense que sa casquette politique a dû avoir un impact sur ce qui lui arrive aujourd'hui sur le plan de ses affaires. Jacques Bokor, un avis partagé ou il faut mettre beaucoup de gants en parlant en ces thèmes? Un avis partagé, même s'il faut mettre peut-être des gants. Sinon, je reformule autrement la préoccupation de Marcel Zoumeno. Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est maintenant qu'on décide
d'aller démanteler, d'aller taper dans la fourmilière. Mais quand vous le dites comme ça, c'est après que vous avez oublié l'information principale. Laquelle? Il s'agissait d'un certain médecin, un agent à Sakété, qui, après audition, en tout cas, c'est ce que la police a dit, a indiqué que son principal fournisseur serait certain Akinosho, qui se retrouverait être l'épouse. J'ai bien lu le rapport de la police. Vous ne croyez pas au concours de circonstances, hasard? Pourquoi brutalement, je respecte ce que fait la police, mais pourquoi brutalement la police vraiment a eu cette fois-ci en 2017, fin 2017, des renseignements aussi sophistiqués, aussi puissants? Hein? Depuis une vingtaine d'années, la fameuse BEF. Depuis une vingtaine d'années que le député en question commercialise ce genre de produits, on n'a jamais flairé. Non, écoutez, faisons en sorte que... Ne dites pas que oui. Ses amis politiques d'hier seraient ceux qui se seraient transformés en ce vendeur ou ce médecin qui aurait après indiqué que c'est la conjointe qui lui livre des produits. Je veux bien croire que, oui, on a arrêté quelqu'un et que ce sont les concours de circonstances qui ont fait que, de fil en aiguille, on est allé chez le député, même si on nous dit qu'a priori, on n'allait pas chez lui, que c'était chez sa conjointe. Vous pensez que on ne savait pas qui est Dame Salamatou Karimon? On le savait bien, on pouvait déjà faire le rapprochement rapidement. Les renseignements, j'avoue, sont puissants. Et celui qui a la force publique a droit de vie et de mort sur vous. Donc moi, je voudrais dire quand même que, bon, faisons en sorte qu'il n'y ait pas trop de coïncidences dans les dossiers. Parce que pour moi, il y a trop de coïncidences dans les dossiers. Ça vous embête? Ça m'embête. Ça m'embête parce que le chef de l'État, quand il est venu, c'est vrai, il a pris l'engagement, il a prêté serment en disant que oui, lui, il va lutter contre la corruption. C'était avec ferveur au stade Charles de Gaulle à Porto-Novo le 4 avril 2016. Cette fois-ci, maintenant, après, ça a tourné à Parakou, après l'affaire Sébastien Adiavon, oui, il a fait des déclarations, parce qu'il savait certainement là où il allait. Il savait là où il allait. Et au départ, les gens tiraient déjà la sonnette d'alarme pour dire, attention, ne transformons pas les audits en une arme de chantage. Mais quand aujourd'hui, vous voyez, prenons simplement le cas Laurent Métoyon. Laurent Métoyon, comme je le dis souvent, c'est celui-là, si vous vous rappelez bien, était allé assiéger avec le FSP et bien d'autres Béninois l'esplanade de l'Assemblée nationale dans la nuit du 3 au 4 avril où le vote devrait avoir lieu. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un entonnoir en main et il relayait ce que chaque député disait du projet et il traduisait en langue nationale, il citait nommément. Sinon, pourquoi? Il y a quand même eu plusieurs audits, Joël. Il y a eu plusieurs audits qu'on n'a pas conduits avec cette célérité qu'on a vue chez Laurent Métoyon. On a vu des gens dans le dossier Ségur, par exemple, on a présenté des gens au procureur, mais ils ont accepté, payé une caution, les a relâchés. Et juste après Laurent Métoyon, voilà le cas du député Atao Renoro. Et qui est Atao Renoro, comme l'a rappelé Marcel? Il a voté contre. Et mieux, quand on a fait l'opération de déguerpissement, vous n'êtes pas sans savoir que le préfet et notamment le ministre Garde des Sceaux ont tenu des propos à l'endroit de la communauté islamique. Et le député Atao Renoro fait partie d'un collège de personnalités et il a même harangué la foule. Donc, depuis ce temps, vous voyez comment ça se passe. Donc, moi, je suis un peu embêté qu'on vienne me dire aujourd'hui qu'il n'y a pas un brin de politique. Et quand moi, j'entends un ministre futile par le passé, acteur de la société civile, qui était très connu dans ce genre de situation, c'est lui qui allait défendre des gens chaque fois quand... Mais souvenez-vous quand on devait aller chez Gaston Zossou, l'ancien ministre, mercredi rouge. Voilà, des choses. Donc, on dit aujourd'hui que non, il n'y a pas de sélectivité et que quand en Conseil des ministres, le gouvernement limoge des cadres, que lorsqu'on a limogé le DGANAC, est-ce que nous, on n'a pas... Non. Le limogeage ou la démission
d'un cadre de l'administration ou bien d'un cadre à un poste technique du genre, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ne me dites pas que quand on a limogé l'ambassadeur à Rabat, que c'est un très proche du chef de l'État. Non, à part le ministre Romain, aujourd'hui, dites-moi concrètement, qui est-ce que ce gouvernement a encore limogé de façon spectaculaire? Donc, trop de coïncidences selon moi, qui m'amène à arpenter la même piste que mon confrère Marcel Zoumenou a dit qu'il y a une dose de politique dans ce que nous vivons. Acteur politique, il est à Tao Renonho, il le clame et pour longtemps encore élu au niveau de la 15e circonscription électorale. L'homme envisageait remettre encore son titre en jeu qu'il a eu sous la bannière de son parti politique Réseau Atao. Un siège gagné de forte lutte avec son parti du départ, le PRD. Marcel Zoumenou, que va-t-il se passer actuellement? L'homme est intouvrable, les législatives, c'est si loin, mais si proche. Voyez-vous Atao Renonho revenir pour mettre vraiment en jeu son siège, comme il le dit, où ça reste simplement un boulevard désormais ouvert pour le PRD qui est du grand bloc de la majorité? Je crois qu'à l'étape actuelle des choses, rien ne l'empêche d'être candidat pour les élections législatives de 2019. Nous sommes encore un peu plus d'un an. Et mieux, il n'est pas encore condamné, aucune juridiction ne l'a condamné. Et si nous sommes dans le cas d'un flagrant délit, il faut qu'il aille devant un juge qui soit condamné pour le flagrant délit, une chose là, et donc que la condamnation soit suffisante pour lui ôter comment dirais-je, sa statut de bénéficier toujours de ses prérogatives politiques pour être candidat. Vous qui craignez que l'orientation donnée par ces organes en arrive à conclure au flagrant délit, vous pensez qu'il y a toujours de l'espoir pour lui? C'est la logique du gouvernement. Et chaque fois qu'il y a un dossier, ces derniers temps-ci, le gouvernement fait agiter par le biais de certains médias les pistes qu'elle veut emprunter. Et on a déjà dit que c'est un flagrant délit et qu'il faut l'arrêter. Donc si c'était le cas et que la logique du gouvernement arrivait à avoir raison sur le droit et sur la logique des choses, parce que tel que moi je vois les choses, c'est juste un alibi pour pouvoir le garder. Si cette logique arrivait à avoir raison sur les choses, bon, peut-être il sera condamné et peut-être, on ne sait pas, qu'est-ce que sera la lourdeur de la peine qui pourrait l'empêcher d'être candidat. Donc, il y a toutes les éventualités. Je crois que si cette éventualité était celle qui arrivait, on pourrait arriver à cela. Et une logique où on pourrait le condamner à une peine aussi lourde pour l'empêcher d'être candidat. Mais si la logique du gouvernement n'arrivait pas à prospérer, je crois que on va avoir un Tao beaucoup plus requinqué, parce que nous savons que la victimisation et l'auto-victimisation sont des éléments qui apportent chez nous ici de plus-value en politique. Et nous avons vu par le passé, le chef d'État lui-même en sait quelque chose et en a bénéficié. La victimisation, l'auto-victimisation, une denrée qui perd politiquement au Bénin. Mais Jacques Boko, la route est encore longue pour en arriver à retrouver un homme tout blanc comme neige dans ce dossier. Alors, ce qui se joue actuellement, peut-il être un boulevard grandement ouvert pour le PRD qui, au niveau de la 15e circonscription, face à un certain Atao Renonho, ne peut pas s'avouer vainqueur? Oui, c'est une piste bien plausible, puisque sans Atao Renonho dans la 15e circonscription, les forces en présence, certainement, vont faire sans lui, vont se partager son électorat, sans doute. Maintenant, l'autre enjeu qu'il ne faut pas perdre de vue, je l'ai oublié rapidement dans mes démonstrations tantôt, c'est la mairie de Cotonou. La mairie de Cotonou, il y a un jeu là. Bientôt, on va certainement élire le nouveau maire, le successeur de Léali Soglo. Donc, Atao Renonho, par son parti politique, est bien représenté à la mairie de Cotonou. Et à la mairie de Cotonou, il y a également le PRD. Il y a la Renaissance du Bénin. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Renaissance du Bénin aujourd'hui est fragilisée. Donc là, déjà, on est en plein cœur de la Renaissance du Bénin. Les conseillers, au départ, RB 100%, ne sont plus RB 100% aujourd'hui.
il faut maintenant agir. Et puis une élection au Bénin, c'est la manne financière. Atahu Renouho étant aussi financièrement assis, est-ce qu'on n'a pas voulu l'écarter du jeu? Ce sont des hypothèses qu'on ne peut pas m'empêcher d'avancer. Donc, moi, je pense que ces enjeux, on ne doit pas les perdre de vue. L'autre chose, c'est quand même un ancien candidat à la présidentielle aussi, Atahu Renouho. Donc, il a plusieurs casquettes. Atahu Renouho, et c'est le philanthrope, c'est celui-là qui, dans la 15e circonscription, est très adulé. Alors, moi, je ne suis pas là pour protéger un faussaire. Si, effectivement, il avait fait obstruction à OPJ, à officier de police judiciaire, à la manifestation de la vérité, si effectivement, on a retrouvé sur lui les produits en question, jusque-là, nous faisons foi au gouvernement et à la police, mais nous émettons des réserves vu comment les affaires sont conduites depuis un certain temps dans la République. Donc si éventuellement ou effectivement on avait retrouvé, qu'on le châtie, qu'on lui applique les rigueurs de la loi, surtout qu'il n'est pas censé ignorer la loi, mais qu'on fasse les choses vraiment dans les règles de l'art pour qu'il n'y ait plus ces genres de coïncidences, disons, malheureuses. Parce que vraiment, on a du mal à cerner le gouvernement parce que la parole du chef même est désormais remise en cause depuis que le chef de l'État a avancé son javiseré, alors que devant Dieu, les mânes des ancêtres, et devant le peuple, il a dit qu'il fera un mandat unique. Quelle mouche peut-être a dû piquer le chef de l'État pour qu'il dise après j'aviserai. L'autre chose, depuis le rejet, on a dit qu'on va faire la politique désormais. Et un collaborateur a ajouté que ce sera avec ruse et rage. Donc, il y a aussi rage. Donc, vous voyez, quand on met tout ça bout à bout, est-ce qu'on n'est pas en train déjà de dérouler, de mettre en exécution ce qu'on a dit? Autant de choses. Donc, nous sommes là pour peser le pour et le contre, mais qu'on fasse les choses dans la règle de l'art. Et surtout, les souiller en griffe comme peut-être on veut le présenter aujourd'hui à Atahu Renouho. Il y en a également dans le camp de la majorité au pouvoir. Et c'est ce qui fâche d'ailleurs. Pourquoi le bâton ou le chien renifleur de la rupture fouine seulement dans un seul camp depuis? Voilà. Peut-être que dans ce camp, ça sent beaucoup plus mauvais que dans l'autre. Marcel Zoumeno, Atahu Renouho actuellement absent pour d'aucuns. Il le saurait grâce à une certaine intervention d'un certain nombre de personnalités, des élus du peuple indécis pour avoir plutôt cautionné sa fuite, faire aussi obstruction. Et ceux-là, on dit, doivent être aussi entendus dans le cas d'espèce. Vous voyez un peu ce dont je parle, un certain nombre d'élus du peuple qui étaient au domicile, un certain nombre de personnalités qui étaient au domicile de l'intéressé, que la police judiciaire voudrait bien pouvoir entendre. Bon, la police judiciaire, c'est pas le président Soglo qu'on vient entendre, ou les députés de la minorité qui étaient là, l'ancien ministre candidat Danaï, c'est pas qui on veut écouter, ou bien les populations qui se sont soulevées, je ne sais pas qui. Ce que j'ai entendu, et c'est la version de la police, c'est que c'est le CA3 qui est du parti de l'honorable Atahu qui aurait alerté les populations pour venir créer une sorte de brigade humaine, une sorte de bouclier humain autour de l'honorable pour empêcher qu'il soit arrêté. Bon, si c'est cela, on suppose que c'est une obstruction à une décision, à une enquête judiciaire. Et donc, s'ils doivent être poursuivis, qu'ils soient poursuivis. Mais dans tous ces dossiers, moi, je voudrais revenir sur ce que Jacques disait tout à l'heure. Il faut faire les choses dans les règles de l'art. C'est ça qui amène beaucoup de gens à croire et à dire que Atahu est poursuivi à cause de ses positions politiques. Parce que si vous ne faites pas les choses dans les règles de l'art, vous donnez d'arguments à ceux qui vous accusent. Parce que simplement, il ne sert à rien
d'empêcher un huissier de justice de l'honorable d'assister à la perquisition et au ramassage des produits que vous supposez être des produits et illicites, des médicaments, des faux médicaments. Ça, quand vous faites ce genre de choses, ce n'est pas bien. Et ça ne donne pas une bonne image de la République et des institutions. Et on a observé ça dans tous les dossiers qui ont été conduits par le gouvernement. Si vous prenez le cas de Laurent Métain, vous gardez quelqu'un à vue et vous décidez de le mettre sous mandat de dépôt dans une procédure de flagrant délit, je crois. Et les tests qui régissent le code de procédure pénale, et il y a un article du code de procédure pour dire que quand vous le faites écouter dans une procédure de flagrant délit, vous ne pouvez pas le garder plus de 72 heures. Voilà, on met le procès au 19 décembre, je crois que c'est dans une semaine environ, ça fait plus de 72 heures. Et ça ne fait pas bien. Et chaque fois que le gouvernement est amené à conduire des dossiers, voilà ce qui se passe. Dans l'affaire des 18 kg de cocaïne, on sait ce qui s'est passé. L'intéressé que vous accusez d'avoir fait du trafic de drogue et qui est relâché au bénéfice du doute, demande maintenant et porte plainte contre ici pour dire « Je veux maintenant que la justice m'aide à connaître celui qui a réellement mis la drogue dans mes produits. Si c'est moi, que la justice dise que c'est moi. Si c'est les autres qu'on dit c'est moi. » Et le procureur de la République, qui est une inclinaison directe du garde des Sceaux, empêche l'ouverture de cette enquête. Et donc, dans tous ces trois dossiers, ceux qui disent que des dossiers politiques ont raison, au regard de la manière dont ces dossiers se conduisent, au regard de l'agitation, de la précipitation qui entoure ces dossiers. Et moi, je voudrais demander que si le gouvernement veut vraiment lutter contre la corruption, qu'il lutte contre la corruption au lieu de faire du spectacle. Parce que ce que moi, je vois, j'ai l'impression que c'est du spectacle. J'ai l'impression que ce qui se fait aujourd'hui, c'est beaucoup plus un chantage qui est fait pour amener les corrompus à rejoindre la majorité présidentielle. Non, ne dites pas ça. Je l'assume parce que nous savons qu'il y a des gens très corrompus qui se trouvent du côté du gouvernement, de la mouvance, du côté du pouvoir, qui ne sont pas inquiétés. Mais les autres qui sont là, on trouve des dossiers contre eux. C'est une manière de dire tous ceux qui... Zoumenou, les autorités prendront à cœur votre préoccupation, votre crainte afin que cette opinion qui se distille cesse. Pour une lutte plus saine, Jacques Bokor, vous avez envie d'ajouter très rapidement? Non, je voudrais dire au gouvernement qu'il y a mieux à faire dans la République. Il y a beaucoup de priorités. Hein. Il faut laisser la justice s'auto-saisir de ces gens. Merci Jacques Bokor, Marcel Zoumenou, vous l'avez compris, le temps est parti. Merci pour ce temps d'échange en notre compagnie. Mesdames, Messieurs, 100% BD, c'est terminé. Nous vous faisons compagnie sur cette citation de l'écrivain et philosophe suisse Henri-Frédéric Amiel. Je cite: « La vie est une traversée orageuse à soutenir et à diriger vers le port. Un effort permanent, bref, une épreuve où seuls les plus téméraires arrivent à destination. » Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention et courage face aux vicissitudes de la vie. À très bientôt.